Après avoir découvert qu'il allait être condamné à mort, je suis sortie, j'ai serré mes amis dans mes bras et j'ai commencé à pleurer. Et j'étais juste content d'être dehors. Je demande la peine de mort. C'est dans mon meilleur intérêt. En gros, parce que c'est un réconfort. Plutôt je pourrais me procurer un nouveau corps et revenir. Dans le monde entier, là où la justice et la punition sont censés apporter une clôture, certains moments au tribunal nous laissent sans voix. Du meurtre de sang-froid de Steven Lorenzo au crime de vengeance d'Anthony Garcia. Ces affaires choquantes de peine de mort révèlent les côtés les plus sombres de l'humanité, prouvant que personne n'échappe aux conséquences de ses actes. Commençons. La peine de mort. Et rien de moins. Ce qu'il a fait à mon fils, avant de le tuer, devrait lui être fait. Œil pour œil. En 2003, deux jeunes hommes, Jason Galehouse et Michael Walcoles, ont disparu de la communauté dynamique de Tampa. Leurs familles et amis espéraient qu'ils reviendraient sains et saufs, mais ces espoirs ont été rapidement anéantis lorsque la vérité sur leur sort a été révélée. Jason et Michael ont été vus vivants pour la dernière fois en décembre 2003. Leur disparition soudaine a alarmé leurs proches, mais personne n'aurait pu imaginer l'horreur qu'ils ont endurée. Quelques jours plus tard, le corps de Michael a été retrouvé dans sa voiture sur le parking d'un complexe d'appartements. Jason, cependant, n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs ont appris plus tard qu'il avait été démembré et que ses restes avaient été jetés dans des bennes à ordures, rendant impossible la récupération de son corps. Alors que la police approfondissait l'enquête, elle a découvert des détails troublants. Steven Lorenzo utilisait des applications de rencontres et des bars pour rencontrer ses victimes, ciblant souvent ceux qui étaient confiants et sans méfiance. Les enquêteurs ont trouvé des preuves inquiétantes sur son ordinateur, ainsi que des objets dans sa maison qui ont soulevé de sérieuses préoccupations. Steven Lorenzo et son complice, Scott Schweiker, avaient mis au point un plan pour manipuler et nuire à leurs victimes. Leurs actions ont eu un impact durable sur la vie de nombreuses personnes et ont choqué toute la communauté. Après que M. Galehouse ait été tué, son corps a été enveloppé et placé sur une remorque dans l'allée de la maison de M. Lorenzo. Scott Schweiker, le complice de Lorenzo, était un homme d'âge moyen de l'Illinois qui partageait les intérêts sadiques de Lorenzo. Il a ensuite coopéré avec les enquêteurs, fournissant des récits détaillés de la manière dont les deux avaient planifié et exécuté leurs crimes, avec Lorenzo en tête. Le témoignage de Schweiker est devenu la pierre angulaire du dossier de l'accusation, alors qu'il décrivait les événements horrifiants qui avaient eu lieu. Un survivant, Albert Perkins, a témoigné de son expérience éprouvante avec Lorenzo. Il a raconté s'être réveillé attaché et incapable d'appeler à l'aide. Malgré la peur qu'il a endurée, Albert a courageusement pris la parole pour partager son histoire, mettant en lumière les actions nuisibles de Lorenzo. Son témoignage a été essentiel pour révéler l'étendue de la cruauté de Lorenzo et faire éclater la vérité. Pendant près de 20 ans, les familles des victimes ont attendu la justice. Puis, en décembre 2022, Steven Lorenzo a finalement avoué ses crimes lors d'une audience de condamnation. Il a choqué tout le monde en acceptant la peine de mort. Je demande la peine de mort. C'est dans mon meilleur intérêt. En gros, parce que c'est un réconfort. C'est le plus tôt que je puisse obtenir un nouveau corps et revenir à nouveau. Mais le juge, Christopher Sabella, a clairement indiqué que sa décision n'avait rien à voir avec les souhaits de Lorenzo. « C'est la punition que vous méritez pour ces crimes horribles », a-t-il déclaré. La mère de Jason Galehouse, Pam Williams, qui luttait contre un cancer en phase terminale, a confronté Lorenzo au tribunal avec une émotion brute. « J'ai mal au cœur rien qu'à devoir regarder ton visage dégoûtant », lui a-t-elle dit. À ses côtés se trouvait Ruth Walcoles, la mère de Michael, qui avait également attendu 2 décennies pour ce moment. Le 24 février 2023, Steven Lorenzo a été condamné à mort. La salle d'audience était remplie d'émotions, de soulagement, de chagrin et d'un sentiment de justice longtemps attendu. Le juge Sabella a reconnu la douleur des familles des victimes, en disant « Ce qui était constant dans leur témoignage, c'est qu'ils ont attendu 20 ans pour obtenir justice. » Aujourd'hui, cette longue attente prend fin. Amortir par condoléances. Cela se traduit par « Je vous condamne, monsieur Lorenzo, à la peine de mort. » Bien que rien ne puisse ramener Jason et Michael, leurs familles peuvent enfin trouver un certain apaisement, sachant que l'homme responsable de leur souffrance ne fera plus jamais de mal à une autre âme. Le cas de Lorenzo a révélé un prédateur mu par la cruauté. Le cas suivant montre que parfois les individus les plus dangereux ne sont pas seulement des tueurs. Ce sont des idéologues prêts à prendre des vies innocentes, pour leurs propres croyances déformées. Après avoir appris qu'il allait recevoir la peine de mort, je suis sortie, j'ai embrassé mes amis et j'ai commencé à pleurer. Yuji était juste content que ce soit fini. Le 13 avril 2014, un après-midi tranquille à Overland Park, au Kansas, s'est transformé en scène d'horreur.
Frazier Glenn Miller Jr., un homme de 80 ans avec une longue histoire de croyances controversées, a tragiquement mené une attaque devant un centre communautaire juif et une maison de retraite voisine. Son attaque a fait 3 morts innocents. Aucun d'entre eux n'était juif, malgré ses intentions haineuses. Le chemin de Miller vers la violence a commencé bien avant ce jour-là. Né en 1940, il a servi comme soldat américain, vétéran de l'armée. Mais plus tard dans sa vie, il s'est impliqué dans des organisations divisives et controversées. Dans les années 1980, il a fondé un groupe appelé le White Patriot Party, qui promouvait des idées et des croyances exclusionnaires. Il a même cherché à obtenir un poste public pour partager ses points de vue extrêmes. Il s'est même présenté à des élections publiques, espérant diffuser ses croyances extrêmes. Cependant, ses activités ont finalement conduit à son arrestation en 1987, lorsque les autorités ont découvert un stock d'armes et d'explosifs illégaux en sa possession. Il a purgé une peine de prison, mais il n'a jamais abandonné ses vues extrémistes. En 2014, Miller était en mauvaise santé et croyait qu'il était en train de mourir. Au lieu de passer ses dernières années paisiblement, il a planifié une attaque meurtrière. Ce jour fatidique d'avril, il s'est rendu au Jewish Community Hunter et a tiré sur des personnes dans le parking. Il s'est ensuite déplacé vers une maison de retraite à proximité, poursuivant son carnage. Ses victimes, William Corporate et son petit-fils de 14 ans, Reese Underwood, étaient là pour une compétition de chant. La troisième victime, Terry Lomano, rendait visite à sa mère. Ils étaient un chrétien, pas juif, preuve que la haine de Miller était aussi insensée que son crime. Après son arrestation, Miller n'a montré aucun remords et est apparu au tribunal en fauteuil roulant. Il a crié des slogans haineux et a même essayé de justifier ses actions pendant son procès. Le tribunal l'a reconnu coupable de meurtre avec préméditation et de plusieurs autres chefs d'accusation. Un jury du Kansas l'a condamné à mort, une peine qu'il a acceptée ouvertement, affirmant qu'il était fier de ce qu'il avait fait et a dit « merci ». Miller est resté dans le couloir de la mort jusqu'au 3 mai 2021. Lorsqu'il est mort en prison à l'âge de 80 ans, les responsables ont déclaré que sa mort était due à des causes naturelles. Bien que sa vie se soit terminée derrière les barreaux, la douleur qu'il a causée aux familles des victimes demeure. L'histoire de Frazier Glenn Miller Jr. est un rappel des dangers de la haine et de l'extrémisme. Des vies innocentes ont été perdues à cause de l'idéologie violente d'un homme. Mais à la fin, la justice a prévalu, garantissant que ses actions ne restent pas sans réponse. Notre prochain cas montre que parfois le motif est encore plus glaçant. Une cruauté insensée, sans aucune raison. Sa vie intérieure sera bien pire que tout ce qu'il devra affronter dans cette vie. Je n'ai assisté à aucune des audiences du tribunal. Je ne pouvais pas supporter de voir ce que mon petit-fils a enduré avant d'être abattu. Le 11 novembre 2022, Bryce Salter, âgé de 21 ans, a passé sa soirée au Y Bar & Bistro à Kalamazoo, Michigan. Cela devait être juste une autre soirée, mais quand la nuit s'est terminée, Bryce n'est jamais rentré chez lui. Les heures passaient et sa famille commençait à s'inquiéter. Ils ne savaient même pas qu'il s'était passé quelque chose de terrible à l'extérieur du bar cette nuit-là. D'après les informations que la presse a pu recueillir, les autorités ont rapidement été impliquées et une enquête a commencé sur ce qui s'était passé. Bryce Salter était un jeune homme plein de vie, connu pour son amour du sport et de la pêche. Il avait un sourire qui pouvait illuminer une pièce, selon sa grand-mère, Brandon Miller. Mais en quelques instants, sa vie a été volée par Lang, un homme qui avait passé la plupart de sa vie adulte à entrer et sortir de prison. Lang était sorti de prison depuis seulement quelques mois, quand il a réussi à obtenir une arme volée. Cette nuit tragique, il l'a utilisée pour ôter la vie à Bryce. Le meurtre était brutal et complètement gratuit. Il a tragiquement tiré sur Salter et l'a tué. Les images de surveillance ont révélé que Lang s'est approché de sa voiture, où il a rencontré Salter. Une dispute a éclaté, au cours de laquelle Lang a pointé une arme sur la poitrine de Salter, le faisant tomber au sol. Salter a tenté de se défendre, mais Lang a tiré plusieurs coups de feu, entraînant la mort de Salter. Le père de Bryce, Brandon Salter, et d'autres membres de la famille ont eu du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait être si cruel. Mais ce qui rendait l'affaire encore plus troublante, c'était le comportement de Lang pendant le procès. Une vidéo montre les deux hommes se disputant quand Lang a sorti une arme et a fait tomber Salter au sol. Salter s'est défendu, mais ensuite Lang lui a tiré dessus. Lang n'a montré aucune honte pour ce qu'il avait fait. Lors de son audience de condamnation, il a ri alors que les membres de la famille de Bryce faisaient des déclarations émouvantes sur l'impact de la victime. Il s'est moqué de leur douleur, affalé sur sa chaise et a souri en coin, tandis que la jeune sœur de Bryce, Reese, parlait de l'importance de son frère pour elle. Même après avoir reçu sa peine, un minimum de 100 ans de prison, Lang a continué à sourire. Son attitude tout au long du procès a choqué non seulement la famille de Bryce, mais aussi le juge, qui a qualifié les actions de Lang d'insensées, lâches et impitoyables. Malgré le comportement troublant de Lang, justice a été rendue.
Le tribunal lui a infligé une peine qui garantissait qu'il ne serait jamais libéré. En plus de la peine de 100 ans pour meurtre au second degré, Lang a reçu du temps supplémentaire pour des accusations liées aux armes. Lorsque le juge a annoncé le verdict, la famille Salter a applaudi de joie alors que Lang était condamné. 70 ans à un maximum de 100... Merci. Alors que Bayless traînait Lang hors de la salle d'audience pour ses éclats de colère, un des membres de la famille de Brice a crié « Comment ça fait de savoir que tu vas mourir en prison ?» C'était un moment fort, qui a apporté un sentiment de clôture à ceux qui avaient tant souffert. Le père de Brice, Brandon, a qualifié son fils de magique et a dit qu'il avait le mélange parfait de tout. Intelligence, gentillesse et charme. Sa perte a laissé un vide dans leur cœur qui ne pourrait jamais être comblé. La sœur de Brice, Reese, a trouvé que le procès était l'une des expériences les plus difficiles de sa vie. Entendre les détails des derniers moments de son frère était dévastateur. Mais voir Lang se moquer de leur douleur était encore pire. À la fin, la famille Salter a trouvé un certain réconfort en sachant que Lang ne ferait plus jamais de mal à une autre personne. Bien que leur douleur ne disparaisse jamais complètement, ils pouvaient enfin dire que justice avait été rendue pour Brice. Le manque de remords de Lang était déchirant. Mais que se passerait-il si un tueur non seulement ne montrait aucun regret, mais se moquait activement du système judiciaire? C'est exactement ce qui s'est passé dans notre prochain cas. Dans 2007, je ne vais pas passer le reste de ma vie en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. La paisible ville d'Elyria, dans l'Ohio, a été bouleversée par un crime que personne n'avait vu venir. Dave Kowalczyk, le propriétaire très apprécié de Granny D's Pizza, a été retrouvé assassiné. Un acte brutal et calculé qui a secoué la communauté. Cependant, la véritable horreur ne résidait pas seulement dans le crime lui-même, mais dans l'homme qui en était l'auteur. Neil Simpson n'était pas seulement un tueur, il était froid, impénitent et dangereux. Tout a commencé lorsque le corps de Dave Kowalczyk a été retrouvé dans l'arrière-salle de la pizzeria, les mains attachées derrière le dos. La police a découvert des images de sécurité montrant Simpson entrant dans le magasin cette nuit-là. Les enquêteurs ont retrouvé Simpson dans un motel à proximité où il a été arrêté en moins de 48 heures. Lorsque le procès a commencé, son absence glaçante de remords est devenue évidente. Il n'a pas seulement nié ses actes, il s'est moqué du système même qui essayait de le traduire en justice. Crachant sur les jurés, lançant des obscénités et ne montrant aucun signe de regret, Simpson a prouvé une chose. Il n'était pas désolé, et il ne le serait jamais. Dès le début, l'accusation a dépeint Simpson comme un homme dangereux. Il avait des antécédents de problèmes, un trouble de la personnalité et une réputation de prendre des décisions imprudentes. La nuit du meurtre, il était le chef du groupe, celui qui contrôlait. C'était son plan, ses décisions et finalement ses actions qui ont conduit à la mort de Kowalczyk au matin. L'accusation a soutenu que le crime était délibéré, non impulsif. Le passé de Simpson faisait de lui une menace pour la société et ils ont réclamé la peine de mort. La défense, cependant, a essayé de détourner l'attention. Ils ont affirmé que son enfance troublée avait joué un rôle dans ses actions. Ils ont soutenu que son éducation l'avait façonné en l'homme qu'il était devenu et que cela devait être pris en compte dans sa condamnation. Lorsque le jury a rendu son verdict, le visage de Simpson s'est tordu de rage. Submergé par la fureur, il a fait l'impensable. Il a craché sur les jurés. Des exclamations de surprise ont résonné dans la salle d'audience alors que les officiers l'ont rapidement escorté dehors. Ses avocats, s'efforçant de sauver la situation, ont plaidé pour un procès annulé, mais le juge est resté ferme. 2 heures plus tard, Simpson est revenu, son comportement plus calme, mais sa colère toujours bouillonnante sous la surface. Il s'est tourné vers le juge et a présenté des excuses, mais pas au jury. « Je ne suis pas en colère contre vous », a-t-il admis, sa voix stable. « Je suis en colère contre eux. » La salle d'audience était chargée de tension alors que le jury partait délibérer. Lorsque Neil cherchait la peine de mort pour lui-même, les heures passaient, chaque minute s'étirant interminablement pour la famille de Dave Kowalczyk. Choisirait-il la punition ultime? Neil Simpson serait-il envoyé dans le couloir de la mort pour son crime brutal? Après 4 heures d'agonie, le jury est revenu. La salle est tombée dans le silence, alors que la juge Mary Betleski se préparait à lire le verdict. La famille Kowalczyk retenait son souffle. Simpson, apparaissant à travers une vidéo granuleuse depuis la prison, restait immobile. Sa tête fraîchement rasée et son expression froide ne trahissaient de rien. Puis, les mots sont venus. La réclusion perpétuité sans libération conditionnelle. En raison de l'élection par l'État de l'Ohio, je compte la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. C'était la justice, mais cela ne ramènerait jamais Dave. Cependant, Simpson n'a pas bronché. Aucune réaction. Aucune honte. Juste le même regard vide. Comme s'il s'était déjà résigné à son sort. Une vie derrière les barreaux, avec rien d'autre que du temps pour réfléchir aux choix qui l'ont conduit là. Bien qu'il ait évité la peine de mort, son avocat de la défense pensait que le résultat était pire pour lui. La réclusion à perpétuité signifiait aucune seconde chance, aucun espoir de liberté.
Alors qu'une condamnation à mort lui aurait donné des années d'appel, ce verdict ne lui en laissait qu'un seul. Son combat pour la liberté était effectivement terminé. L'accusation a soutenu la décision du jury, la qualifiant de juste et équitable. L'affaire était close, et la communauté pouvait enfin aller de l'avant. Cette affaire est déchirante à bien des égards. Un homme travailleur a perdu la vie à cause d'un crime insensé, laissant sa famille et ses proches dans le deuil. Le procès lui-même était difficile à regarder, surtout compte tenu du manque de repentir de Simpson. Bien que le système judiciaire ait assuré qu'il ne ferait plus jamais de mal à une autre personne, aucune peine ne pourrait vraiment compenser la perte de Dave Kowalczyk. Sa famille portera cette douleur pour toujours. Neil Simpson a peut-être échappé à la peine de mort, mais il passera le reste de ses jours derrière les barreaux, seul, avec rien d'autre que le temps pour réfléchir à ce qu'il a fait. Le cas suivant révèle comment un homme qui était censé sauver des vies s'est transformé en meurtrier de sang-froid. Réfléchis. S'il existe un certain nombre de cas dans lesquels un accusé a été condamné à mort dans le Nebraska avec une conduite antérieure, cela n'a pas atteint le niveau de mépris que cet accusé a pour la valeur de la vie d'un autre être humain. Anthony Garcia était autrefois un étudiant en médecine prometteur, mais sa carrière a pris un tournant sombre. Au lieu de sauver des vies, il a fini par les prendre. Entre 2008 et 2013, il a commis 2 doubles meurtres distincts à Omaha, dans le Nebraska. Ses victimes étaient liées à ses échecs passés, et ses crimes ont choqué la communauté. Garcia avait un passé troublant dans le domaine médical. Après avoir obtenu son diplôme, il a eu du mal à traverser plusieurs résidences, étant souvent contraint de partir en raison de comportements non professionnels. Son passage à l'université Crichton Michael Hunter a été particulièrement désastreux. Ses professeurs le trouvaient arrogant et irresponsable, et il a finalement été renvoyé. Dr. William Hunter et Dr. Roger Brombach, 2 figures importantes à Crichton, ont joué des rôles clés dans son licenciement. Des années plus tard, Garcia gardait toujours une rancune. Incapable de construire une carrière médicale réussie, il blâmait ceux qui l'avaient renvoyé. Puis, en 2008, une tragédie inimaginable a frappé. Le 13 mars 2008, Dr. William Hunter est rentré chez lui pour découvrir une scène horrifiante. Son fils, de 11 ans, Thomas Hunter, et la femme de ménage de la famille, Shirley Sherman, avaient été brutalement poignardés à mort. L'attaque a secoué la communauté, mais les enquêteurs ont eu du mal à trouver un suspect. Des témoins avaient vu un homme corpulent dans une Honda argentée près de la maison, mais l'affaire s'est rapidement refroidie. Pendant 5 ans, les familles n'ont eu aucune réponse. Puis, en 2013, le tueur a frappé à nouveau. Le 14 mai 2013, le docteur Roger et Mary Brombach ont été retrouvés assassinés chez eux. Roger avait été abattu à plusieurs reprises et poignardé, tandis que Mary avait été poignardée à mort. Encore une fois, des couteaux de la cuisine des victimes avaient été utilisés. Les enquêteurs ont immédiatement remarqué les similitudes avec les meurtres de 2008. Leurs soupçons se sont renforcés lorsqu'ils ont découvert une tentative d'effraction au domicile du docteur Chanda Butra, un autre ancien professeur de Crichton qui avait eu des différends avec Garcia. Il est devenu clair que le tueur ciblait d'anciens collègues. Les détectives ont commencé à creuser plus profondément dans le passé de Garcia. Ils ont découvert que juste avant les meurtres des Brombach, il avait acheté une arme à feu correspondant au type utilisé dans le crime. Ses relevés de carte de crédit le plaçaient près de la scène du crime, et son téléphone avait été utilisé pour rechercher l'adresse des Brombach. Le 15 juillet 2013, les autorités ont arrêté Garcia alors qu'il conduisait dans l'Illinois. Il était fortement intoxiqué et à l'intérieur de sa voiture, la police a trouvé une arme à feu. Il a été accusé de 4 chefs de meurtre au premier degré. Enfin, à l'automne 2016, un procès. Après 16 jours de témoignages, un jury a déclaré Garcia coupable des 4 meurtres. Le procès de Garcia a commencé en octobre 2016. L'accusation a présenté des preuves accablantes, y compris de l'ADN, des images de surveillance et même une confession glaçante à une connaissance où il se vantait d'avoir tué un jeune garçon et une femme âgée. Garcia a montré peu d'émotion tout au long du procès, portant souvent des écouteurs et semblant désintéressé. Après des semaines de témoignages, le jury l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. En septembre 2018, un panel de juges l'a condamné à mort. Endormi ou catatonique. C'est ainsi que l'avocat du tueur par vengeance, Anthony Garcia, les yeux fermés, les mains menottées, n'a eu aucune réaction, à peine de mouvement pendant le témoignage. Il est resté silencieux et a même dormi lorsque le juge a annoncé sa peine de mort. Ses crimes avaient été calculés, brutaux et motivés par la vengeance. Le cas d'Anthony Garcia est un rappel glaçant de la manière dont l'amertume et le ressentiment peuvent devenir mortels. Au lieu de tourner la page sur ses échecs, il a choisi de prendre des vies innocentes. Ses victimes étaient des personnes qui avaient autrefois fait partie de son monde, mais il les voyait comme des obstacles, plutôt que comme des êtres humains. Pour les familles de Thomas Hunter, Shirley Sherman, Roger Brombach et Mary Brombach, la justice a été rendue, mais leur douleur demeure.
Aucune peine ne peut ramener leurs proches, mais au moins l'homme responsable ne pourra plus jamais nuire à qui que ce soit. Cependant, ce matin vers 7 heures, le député Sutphin a rencontré Morveau sur le sentier Huckleberry et a été mortellement abattu. William Morveau n'était pas étranger aux ennuis, mais lorsqu'il est entré dans une salle d'audience en Virginie, peu pouvait prédire jusqu'où sa désespoir le mènerait, ou les conséquences glaçantes de ses actions. 2 vies ont été perdues, et la chaîne d'événements qu'il a déclenchée a laissé la nation divisée. Mais ce n'étaient pas seulement ces crimes qui ont choqué tout le monde. C'était ce qu'il croyait et comment cela a façonné ses derniers moments. Tout a commencé par ce qui semblait être une journée ordinaire à Blacksburg, en Virginie. Morva, déjà en prison pour tentative de vol, a prétendu avoir une urgence médicale. Les autorités l'ont escortée à l'hôpital, inconsciente qu'elles entraient dans un cauchemar. Ce qui s'est passé ensuite ressemblait à une scène de thriller. Morva a maîtrisé un adjoint, s'est emparé de son arme et s'est échappé. Mais ce n'était pas juste une fuite pour la liberté. C'était mortel. Un seul coup de feu a mis fin à la vie de Derek McFarlane, agent de sécurité de l'hôpital, envoyant une onde de choc à travers la ville. Derek McFarlane a perdu la vie ce matin en essayant d'empêcher l'évasion du détenu de la prison du comté de Montgomery, William Charles Morva. Avec une vie déjà prise, Morva était en fuite et la communauté était paralysée par la peur. Ce n'était pas fini. Quelques heures plus tard, une autre tragédie s'est déroulée. Le député Eric Sutphin, qui avait rejoint la chasse à l'homme, a été abattu et tué. Le chaos a laissé tout le monde se demander jusqu'où Morva irait pour rester libre. La chasse à l'homme pour Morva a duré 36 heures, captivant tout l'État. Des officiers armés ont fouillé les bois, à la recherche d'un homme qui avait prouvé qu'il ferait tout pour éviter d'être capturé. Quand ils l'ont finalement acculé, Morva s'est rendu sans se battre. Mais ce qui a suivi n'était pas un soulagement, c'était de la confusion. Pendant son procès, le comportement étrange de Morva est devenu impossible à ignorer. Il prétendait être la victime d'une vaste conspiration et semblait convaincu que ses crimes faisaient partie d'un plan tordu pour révéler la vérité. Les procureurs le décrivaient comme froid et calculateur, mais la défense de Morva soutenait le contraire. Ils affirmaient qu'il souffrait de graves délires qui déformaient son sens de la réalité, l'empêchant de comprendre ses actions. Le jury n'y a pas cru. En 2008, ils ont condamné William Morva à mort pour les meurtres de McFarlane et Sutphin. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce n'était que le début. À l'approche de sa date d'exécution, le cas de Morva est devenu un champ de bataille pour le débat. Les militants des droits de l'homme ont soutenu que sa maladie mentale le rendait inapte à l'exécution. Même certaines familles des victimes se sont demandé si c'était vraiment la justice. Mais l'État de Virginie est resté ferme. Le 6 juillet 2017, William Morva a été exécuté par injection létale. Jusqu'à la fin, il s'est accroché à ses délires, laissant une impression finale aussi troublante que les crimes qu'il a commis. Dans la salle d'audience, le comportement détaché de Morva a déconcerté tout le monde. Il est resté assis, apparemment indifférent, tandis que les témoignages détaillaient la douleur qu'il avait causée. Pour certains, son exécution était une forme de justice attendue depuis longtemps. Pour d'autres, c'était un rappel sombre des complexités entourant la maladie mentale dans le système judiciaire. La mère de Derek McFarlane a exprimé son opposition à la peine de mort, disant que cela ne lui apportait aucune paix. Pendant ce temps, la famille du député Sutphin a exprimé son soulagement, qualifiant l'exécution d'étape nécessaire vers la clôture. Éclat de la femme de l'une de ses victimes, qui a crié que Morva n'avait montré aucune pitié en tuant son mari. L'affaire a laissé une cicatrice en Virginie et a ravivé les débats sur la santé mentale et la peine de mort. Les crimes de William Morva ont laissé une traînée de chagrin et ont déclenché des débats passionnés sur la justice et la maladie mentale. Mais le prochain cas de Dzhokhar Tsarnaev nous emmène vers un autre type de terreur. 72 heures avant que les bombes n'explosent, presque à la minute près, les suspects Tamerlan et Dzhokhar Tsarnaev s'entraînaient ensemble dans une salle de sport à Boston. Les images montrent Dzhokhar portant une casquette de baseball blanche, marchant avec son frère aîné. Tamerlan, le présumé cerveau derrière la tragédie qui a tué 3 personnes et laissé des centaines de blessés. Le 15 avril 2013, un après-midi de printemps lumineux à Boston s'est transformé en cauchemar vivant. Des milliers de spectateurs se sont rassemblés à la ligne d'arrivée du marathon de Boston, encourageant les coureurs du monde entier. Mais cachés parmi la foule se trouvaient 2 frères avec un plan pour transformer la joie en chaos et en carnage. Dzhokhar Tsarnaev, alors âgé de seulement 19 ans, et son frère aîné, Tamerlan, ont perpétré l'une des attaques les plus dévastatrices aux États-Unis. De l'histoire, ce qui a suivi a été une ville mise à genoux, une chasse à l'homme désespérée et un procès qui a révélé des détails glaçants sur le plus jeune des 2 attaquants. Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev peuvent être vus portant des sacs à dos. Alors que Tamerlan Tsarnaev continuait vers la ligne d'arrivée,
son jeune frère s'est arrêté et a semblé poser son sac à dos à quelques mètres de la plus jeune victime, Martin Richard, âgé de 8 ans. L'attaque a été soigneusement planifiée. En utilisant des instructions trouvées en ligne, les frères ont construit 2 bombes à cocotte minute remplies de clous, de billes et d'autres éclats, conçues pour déchirer la chair et causer un maximum de dévastation. Ils ont planté les bombes dans des sacs à dos, les transportant jusqu'à la ligne d'arrivée bondée. Les enregistrements montrent qu'il a parlé à Tamerlan Tsarnaev pendant 19 secondes. Juste après la fin de l'appel, la première bombe a sauté. À 14h49, la première bombe a explosé. L'explosion a provoqué une onde de choc de panique à travers la foule. Juste 13 secondes plus tard, une deuxième explosion a éclaté, plongeant les spectateurs et les coureurs dans une confusion totale. Les dégâts étaient horrifiants. 3 personnes ont été tuées, dont Martin Richard, un garçon de 8 ans, qui se tenait avec sa famille. 2 jeunes femmes, Crystal Campbell et Lingzi Liu, ont également perdu la vie. Plus de 260 autres personnes ont été blessées. Beaucoup d'entre elles ont perdu des membres ou font face à des cicatrices physiques et émotionnelles à vie. Les frères se sont fondus dans le chaos, se mêlant comme s'ils étaient de simples passants. Pendant des jours, la ville de Boston était sur le qui-vive, désespérée de trouver des réponses. Lorsque les images de vidéosurveillance ont révélé les suspects, une chasse à l'homme à l'échelle de la ville a commencé. Le 18 avril, les frères ont frappé à nouveau. Ils ont tendu une embuscade à l'agent de police du MIT, Sean Collier, le tuant par balle dans une tentative de voler son arme de service. Le plan a échoué, mais l'officier a perdu la vie, un acte insensé qui a encore plus enragé la ville. Quelques heures plus tard, les frères ont été acculés à Watertown, une banlieue de Boston. Ce qui a suivi a été une fusillade violente. Les frères ont lancé des explosifs artisanaux sur les officiers et ont échangé des coups de feu dans les rues. Tamerlan a finalement été maîtrisé après avoir reçu plusieurs balles et a été abattu par un policier courageux. Dzhokhar s'est enfui, blessé et désespéré. Son lieu de cachette, un bateau en cale sèche dans un jardin voisin. Là, il a griffonné un message glaçant sur les murs, justifiant l'attaque comme une représaille contre les États-Unis. Actions au Moyen-Orient. Après une confrontation tendue, les forces de l'ordre l'ont capturé, mettant fin à une chasse à l'homme dramatique de 4 jours. Le procès de Dzhokhar a commencé en 2015 et a été l'un des plus médiatisés de ces dernières années. Les procureurs ont soutenu qu'il ne faisait pas que suivre l'exemple de son frère, mais qu'il était un participant volontaire et actif. Les preuves ont montré qu'il avait aidé à fabriquer les bombes, en avait planté une lui-même et n'avait montré aucun remords. La défense a dressé un tableau différent, celui d'un jeune homme manipulé par un frère aîné autoritaire. Mais les preuves étaient accablantes. Les images de surveillance montraient Dzhokhar s'éloignant calmement du site de l'explosion, allant même jusqu'à s'arrêter pour acheter des snacks dans un magasin de proximité alors que les victimes gisaient mourantes. L'accusation a présenté des témoignages déchirants, y compris des images des victimes et des séquences des explosions. Beaucoup dans la galerie pleuraient ouvertement. Après 14 heures de délibération, le jury a condamné Dzhokhar sur les 30 chefs d'accusation, y compris l'utilisation d'armes de destruction massive. La sentence ? La mort. Le poseur de bombes de Boston, Martin, a été condamné à mort aujourd'hui. Jahar Sarnia, âgé de 21 ans, a été condamné par un jury fédéral le mois dernier pour les attentats à la bombe d'avril 2013. La réaction de Dzhokhar à la sentence de mort était glaçante. Lorsque le verdict a été lu, il est resté assis sans expression, son attitude froide et détachée. Les survivants et les familles des victimes étaient stupéfaits par son absence de remords. Certains espérèrent que la sentence apporterait une clôture, tandis que d'autres se sentèrent partagés, sachant que rien ne pourrait effacer la douleur qu'il a causée. Quand ces bombes ont explosé, et je me souviens de l'ignoble chose dégoûtante que cette personne a faite avec son frère, et ils ont détruit d'innombrables vies innocentes. Pour Boston, les cicatrices de l'attaque sont profondes. L'attentat n'était pas seulement une attaque physique, c'était une agression contre l'esprit d'une ville. Pourtant, Boston a répondu avec résilience, adoptant le cri de ralliement Boston Strong comme symbole d'unité et de force. Dzhokhar Sarnia reste dans le couloir de la mort, son cas continuant de susciter des débats sur la justice, la punition et le véritable coût du terrorisme. Ensuite, nous plongeons dans le cas de Scott Dozier, où ses dernières volontés ont défié toutes les attentes. Tu vas être mort dans 2 jours. Oui, je le suis. As-tu assimilé cela? Je veux dire, autant qu'une personne peut te le faire, non? C'est une chose très lourde, n'est-ce pas? Le nom de Scott Dozier est devenu tristement célèbre, non seulement pour les meurtres horribles qu'il a commis, mais aussi pour sa demande incessante d'être exécuté. Là où la plupart des condamnés à mort se battent bec et ongles pour retarder leur sentence, Dozier a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'attendre. Mais derrière sa défiance se cachait une histoire de trahison, de cupidité et de violence qui a laissé 2 hommes morts et a déclenché de vifs débats sur la justice, l'éthique et la peine de mort elle-même. J'étais un distributeur de drogue. J'ai intentionnellement et délibérément mené une vie en dehors de la loi. Tout ce qui compte, c'est cette condamnation obtenue illégalement, et je préférerais être mort que de continuer ainsi.
À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Scott Dozier semblait être un homme ordinaire à la poursuite du succès. Né à Boulder City, Nevada, il était décrit comme ambitieux et charmant. Mais sous la surface, il menait une double vie dangereuse, profondément enracinée dans le trafic de drogue. Scott Dozier a été condamné pour le meurtre de Jeremiah Miller, âgé de 22 ans, en 2002 et pour l'avoir volé de 12 000 $ que Miller avait apporté de Phoenix à Las Vegas pour acheter des matériaux pour fabriquer... En 2002, son ambition a pris un tournant mortel. Dozier a attiré Jeremiah Miller, un jeune revendeur en herbe de 22 ans, dans un motel de Las Vegas sous le prétexte de lui vendre des produits chimiques pour fabriquer des substances. Miller est arrivé avec 12 000 $ en espèces, s'attendant à une transaction rapide. Mais au lieu de tenir sa promesse, Dozier a assassiné Miller de sang-froid. Ce qui s'est passé ensuite a révélé la nature calculatrice de Dozier. Pour couvrir ses traces, il a démembré le corps de Miller, jetant son torse dans une valise qu'il a abandonnée dans une benne à ordures de Las Vegas. La découverte a provoqué une onde de choc à travers la ville. Les autorités ont ensuite appris que Miller n'était pas la seule victime de Dozier. Dozier était également lié au meurtre de Jason Green, un associé de 26 ans qu'il a enterré dans le désert de l'Arizona. Les enquêteurs ont déterminé que Dozier avait tué Green de manière similaire, motivé par la paranoïa et le besoin d'éliminer quiconque pourrait révéler ses crimes. Si la famille de Jeremiah Miller pense vraiment que je l'ai tué, elle devrait avoir l'opportunité de me tuer. En 2007, Dozier a été reconnu coupable du meurtre de Miller et condamné à mort dans le Nevada. Il a également été reconnu coupable du meurtre de Green en Arizona. Les preuves étaient accablantes. Des témoins, les preuves matérielles et les détails macabres des crimes dépeignaient Dozier comme un homme prêt à tout pour garder une longueur d'avance. Pouvez-vous aider les gens à comprendre pourquoi vous voulez tellement mourir? Ce n'est pas que je veux mourir, mais je préférerais être mort que de vivre. Mais au lieu de faire appel de sa condamnation à mort, Dozier a pris une décision qui a choqué tout le monde. Il a refusé de se battre, déclarant publiquement qu'il voulait être exécuté dès que possible. Pour Dozier, passer du temps avec Dozier était une erreur. Des décennies plus tard, le couloir de la mort n'était pas une option. Ce n'est pas vivre, a-t-il dit lors d'une audience. Le Nevada, cependant, n'était pas prêt à satisfaire sa demande. L'État a eu du mal à obtenir les substances nécessaires pour l'injection létale, car les entreprises pharmaceutiques ont bloqué leur utilisation dans les exécutions. Après des années de retard, une date d'exécution a finalement été fixée pour juillet 2018. Mais juste quelques heures avant que Dozier ne soit censé mourir, un juge a interrompu le processus, invoquant des préoccupations concernant le cocktail de substances non testées que le Nevada prévoyait d'utiliser. Oui, ma déclaration aujourd'hui est que je veux absolument aller de l'avant avec cela le 14 novembre. Je demanderai que nous le fassions sans le paralysant. Le retard a poussé Dozier à son point de rupture. Il a critiqué le système, qualifiant les reports répétés de torture psychologique. Son cas a mis en lumière les complications croissantes entourant la peine de mort, beaucoup se demandant si le système était vraiment efficace. Le détenu du couloir de la mort du Nevada, qui attendait son exécution depuis plus d'une décennie, a pris les choses en main. Scott Dozier a été retrouvé mort cet après-midi dans ce qui semble être un suicide. En janvier 2019, la frustration de Dozier a éclaté. Les gardiens de la prison d'Ely l'ont trouvé pendu dans sa cellule. Il s'était donné la mort, mettant fin à la bataille selon ses propres termes. Pour certains, sa mort a marqué la fin d'un chapitre sombre, tandis que d'autres l'ont vu comme un échec de la justice. Le cas de Dozier n'a pas seulement mis en lumière les défis logistiques de l'application de la peine de mort. Il a soulevé des questions plus profondes sur l'éthique de l'exécution et le traitement des détenus du couloir de la mort. Dans la salle d'audience, le comportement de Scott Dozier était troublant. Il ne montrait aucun remords pour ses crimes et semblait indifférent à la sentence de mort. Les familles de ses victimes, y compris les proches de Jeremiah Miller, ont exprimé leur frustration face aux retards répétés, estimant qu'on leur avait refusé la possibilité de tourner la page. Mais la défiance de Dozier a également suscité des débats. Était-il un homme cherchant à échapper aux conséquences de ses actes? Ou quelqu'un révélant les failles d'un système défaillant? Pour ceux qui suivaient de son affaire, sa mort a laissé un mélange de soulagement, de confusion et de malaise persistant. La demande glaçante de Scott Dozier pour son exécution a mis en lumière les failles du système judiciaire. Ensuite, nous nous tournons vers Washington, D.C., où le règne de terreur d'un sniper a coûté la vie à 10 personnes et a saisi la nation de peur. Tu as dit que tu n'élèverais pas mes enfants seuls. Ils sont devenus mes ennemis. Et en tant que mes ennemis, je te tuerai. Je savais qu'il allait me tuer et je savais que ce serait une balle dans la tête. En octobre 2002, Washington, D.C. est devenue une ville prise en otage par la peur. Au cours de 3 semaines terrifiantes, 10 personnes ont été abattues et tuées dans des attaques apparemment aléatoires. Les rues sont devenues des champs de bataille et personne ne savait qui serait la prochaine victime.
Derrière ces meurtres calculés se trouvait John Allen Muhammad, un homme dont les attaques de snipers ont transformé l'acte quotidien de faire le plein ou de marcher jusqu'au magasin en un pari mortel. Mais la partie la plus effrayante de cette histoire n'était pas seulement la méthode, c'était le motif tordu derrière sa série de meurtres. William s'efforçait d'être un homme de famille dévoué. Le degré auquel sa vie se désintégrerait choquerait tous ceux qui le connaissaient. John était tellement charmant. John Allen Muhammad, un vétéran de la guerre du Golfe à l'esprit vif et au passé troublé, s'est associé à Lee Boyd Malvo, 17 ans, pour exécuter l'une des tueries les plus terrifiantes des États-Unis. De l'histoire, le duo a transformé une Chevrolet Caprice bleue de 1990 en un nid de tireurs d'élite mobile, en découpant un trou dans le coffre pour tirer des coups de feu sans être détectés. Les attaques ont commencé le 2 octobre 2002, avec le meurtre d'un homme sur le parking d'un supermarché. Le lendemain, 5 autres personnes ont été tuées en l'espace de quelques heures. Les victimes étaient de tous âges et de tous horizons, un paysagiste tondant une pelouse, une femme lisant sur un banc et un homme faisant le plein d'essence. La nature aléatoire des attaques a créé une panique générale. Les écoles ont annulé les activités en plein air. Les gens zigzaguaient en marchant pour éviter d'être une cible facile, et les propriétaires de stations-service ont installé des bâches pour protéger les clients des tireurs potentiels. Mais Mohamed et Malvo ne tuaient pas seulement au hasard. Les enquêteurs ont découvert plus tard que le véritable motif de Mohamed était personnel. Il voulait tuer son ex-femme, Miller Mohamed, et retrouver la garde de leurs enfants. Les meurtres aléatoires étaient destinés à distraire les autorités pendant qu'il exécutait son plan ultime. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Un homme est en train d'être tué devant moi. Comment est-il en train d'être tué devant vous? Pendant des semaines, les agences de maintien de l'ordre de tout le pays ont travaillé sans relâche pour attraper les tueurs. Les enquêteurs ont passé au peigne fin des milliers de pistes, rassemblant des indices à partir de preuves balistiques, de scènes de crime et de témoignages oculaires. Une avancée a eu lieu lorsque Malvo a laissé une empreinte digitale sur une scène de crime. Cela, associé aux preuves reliant le duo à un meurtre précédent en Alabama, a aidé la police à identifier leur véhicule. La Chevrolet Caprice bleue a été retrouvée garée à une aire de repos dans le Maryland, le 24 octobre 2002. À l'intérieur de la voiture, la police a découvert le fusil de sniper, des cartes des lieux d'attaque et les plans détaillés de Muhammad. Les deux hommes ont été arrêtés sans incident, mettant fin au règne de terreur qui avait secoué la nation. John Allen Muhammad a été jugé en Virginie, où les procureurs ont demandé la peine de mort. Le dossier était solide, avec des preuves balistiques reliant les balles au fusil de sniper trouvé dans la voiture. Les survivants et les familles des victimes ont rempli la salle d'audience, revivant l'horreur de ces 3 semaines. Le comportement froid de Muhammad tout au long du procès contrastait fortement avec les témoignages émouvants. Il n'a montré aucun remords, maintenant son innocence malgré des preuves accablantes. Le jury l'a reconnu coupable de plusieurs meurtres et l'a condamné à mort. L'exécution de John Allen Muhammad. Le 10 novembre 2009, Muhammad a été exécuté par injection létale. Pour certains, c'était la justice qu'ils attendaient, tandis que pour d'autres, les cicatrices de ces crimes ne guériraient jamais complètement. La salle d'audience lors du procès de John Allen Muhammad était remplie de chagrin, de colère et d'incrédulité. Les familles des victimes ont partagé des histoires de vie volées de la manière la plus insensée. Un père qui est le pilier de la famille, une mère qui s'est consacrée à la communauté, et un adolescent avec des rêves de changer le monde. L'aléatoire des meurtres n'a fait qu'approfondir la douleur. Leurs proches ont été choisis par pur hasard, ciblés alors qu'ils faisaient quelque chose d'aussi ordinaire que faire le plein d'essence ou rentrer chez eux à pied. C'était difficile au début. Juste être assis là, dans la même pièce que ces 2 personnes que je sais, avoir pris la vie de mon fils. Alors que les procureurs exposaient des détails glaçants des attaques du sniper, la salle d'audience regardait souvent Muhammad. Il restait étrangement calme, ne montrant aucune réaction face aux preuves ou aux témoignages émouvants. Son absence de remords était troublante, comme si les vies qu'il avait détruites n'avaient aucune signification. À propos des personnes qui sont mortes, oui. Laroufa dit que le destin lui a donné une chance de survivre. La plupart d'entre eux n'avaient aucune chance. Vous savez, ils étaient vivants 1 minute et morts la seconde suivante. Les survivants qui ont échappé de justesse à la mort ont pris la parole, décrivant la peur qui les a saisis et la culpabilité de survivre alors que d'autres ne l'ont pas fait. Pour eux, être assis à quelques mètres de l'homme qui avait bouleversé leur vie était comme revivre le cauchemar. Lorsque le jury a prononcé la peine de mort, les réactions étaient mitigées. Certaines familles ont ressenti un soulagement, croyant que c'était la seule justice appropriée pour un tueur aussi calculateur et cruel. D'autres, cependant, ont estimé que la punition offrait peu de réconfort, sachant que rien ne pourrait effacer les cicatrices ou ramener les êtres chers qu'ils ont perdus. Au-delà de la salle d'audience, les crimes de Muhammad ont laissé de profondes cicatrices sur tout le territoire de Washington. Région. Pendant 3 semaines, les gens ont vécu dans une peur constante, zigzagant à travers les parkings, se baissant derrière les voitures et évitant complètement les espaces ouverts.
Même après l'exécution de Muhammad en 2009, les souvenirs de sa série de meurtres ont perduré comme un chapitre sombre de l'histoire américaine. La terreur calculée de John Allen Muhammad a paralysé une ville de peur, mais le cas suivant révèle 2 tueurs qui ont transformé des outils quotidiens en armes d'une cruauté inimaginable. C'était la pire affaire de meurtre que j'ai jamais traitée à cause de la brutalité contre les 5 victimes adolescentes. Lorsque le nom de Lawrence Bideker a fait les gros titres pour la première fois, ce n'étaient pas ces crimes glaçants qui ont attiré l'attention. C'était la manière méthodique, presque de sang-froid, avec laquelle il les a abordés. Aux côtés de son partenaire, Roy Norris, Bideker est devenu connu comme l'un des 2 tueurs de la boîte à outils, un surnom qui hanterait à jamais quiconque l'entendrait. Ce qu'ils ont fait à leurs victimes était si brutal que même les enquêteurs chevronnés en étaient ébranlés. Mais ce n'étaient pas seulement les crimes qui ont horrifié le monde. C'était la façon dont Bideker lui-même a réagi à sa condamnation. Tout a commencé en 1979, lorsque Bideker et Norris ont entamé leur campagne de terreur dans le sud de la Californie. Ils n'étaient pas des attaquants au hasard. Ils traquaient leurs victimes avec soin, choisissant de jeunes femmes âgées de 13 à 18 ans. Le duo utilisait une camionnette qu'ils avaient surnommée le Murder Mac, un véhicule apparemment ordinaire, mais à l'intérieur, elle était équipée d'outils destinés à des actes indicibles. Le couple sadique qui utilisait des objets tels que des pinces, une masse et un pic à glace pour tuer leurs victimes deviendrait connu sous le nom de Toolbox Miller. Pendant 5 mois, Bideker et Norris ont enlevé au moins 5 femmes. Leur méthode était effroyablement calculée. Ils attiraient les victimes dans la camionnette en leur proposant des trajets ou en prétendant avoir besoin d'aide. Une fois à l'intérieur, les victimes étaient ligotées, bâillonnées et emmenées dans des zones isolées des montagnes de San Gabriel. Ce n'était pas seulement une question de meurtre. Bideker avait une boîte à outils remplie de pinces, de tournevis, de marteaux et d'autres instruments qu'il utilisait pour infliger des tortures aux victimes. Le duo a même enregistré certaines de leurs attaques. Ils ont créé des enregistrements audio qui ont ensuite été décrits comme les preuves les plus troublantes jamais présentées dans une salle d'audience. Lorsque l'enregistrement audio d'un meurtre a été diffusé au tribunal, on vomit dehors. Une victime, Shirley Ledford, âgée de 16 ans, a été torturée si brutalement que des détectives chevronnés ont dit qu'ils n'oublieraient jamais le son des enregistrements. C'était l'idée de Bideker d'enregistrer les crimes, transformant les événements horribles en quelque chose qu'ils pouvaient revivre. Le règne de terreur du duo a pris fin lorsque Roy Norris a été arrêté pour un crime sans rapport. Sentant la pression de l'enquête se resserrer, Norris a conclu un accord avec les procureurs, confessant tout en échange d'une peine réduite. Son témoignage a directement désigné Lawrence Bideker comme le cerveau derrière les meurtres. Lorsque Norris a été arrêté, la police a trouvé dans sa voiture des photos de jeunes filles. Mais bien pire était à venir. L'arrestation de Lawrence Bideker a révélé une quantité de preuves qui ont rendu évidente l'horreur de leur crime. Lorsque la police a fouillé la maison de Bideker, elle a trouvé des preuves choquantes. Des photographies des victimes, des objets personnels leur appartenant, et même la camionnette elle-même, encore équipée de son contenu sinistre. Dans la salle d'audience, l'ampleur totale des crimes de Bideker a été révélée. Les enregistrements de la torture de Shirley Ledford ont été diffusés pour le jury et les réactions ont été immédiates. Certains jurés auraient fondu en larmes, tandis que d'autres ont dû détourner le regard. Bideker, cependant, est resté impassible, comme si les preuves ne signifiaient rien pour lui. Son comportement tout au long du procès était glaçant. Il n'a pas bronché, il n'a montré aucun remords et semblait même apprécier l'attention que ses crimes suscitaient. Pour les familles des victimes, c'était comme regarder le visage du mal. En 1981, Bideker a été condamné à mort. Le juge le qualifiant d'homme qui avait marché parmi nous, mais qui n'était pas des nôtres. Norris, ayant coopéré avec l'accusation, a reçu une peine de réclusion à perpétuité. Bideker a passé près de 4 décennies dans le couloir de la mort à la prison d'État de San Quentin, où il est devenu connu pour son attitude arrogante et son refus d'admettre sa culpabilité. Il a même utilisé son temps en prison pour déposer des appels et des contestations juridiques, retardant ainsi son exécution. En 2019, Lawrence Bideker est mort de cause naturelle à l'âge de 79 ans, évitant l'exécution que beaucoup estimaient qu'il méritait. La salle d'audience lors du procès de Bideker était un mélange d'horreur et de chagrin. Pour les familles des victimes, entendre les enregistrements et voir les photographies était une douleur que personne ne devrait avoir à endurer. Mais ce qui a rendu cela pire, c'était le manque total d'empathie de Bideker. Un des membres de la famille d'une victime a dit plus tard que le voir assis là, calme et détaché, était presque aussi horrifiant que les crimes eux-mêmes. Même dans la mort, Bideker a laissé un héritage de peur et de chagrin, un rappel de jusqu'où l'humanité peut sombrer dans l'obscurité. Nous nous tournons maintenant vers le cas d'Angelina Rodriguez, où un acte de violence et de trahison choquant vous laissera vous interroger sur les extrémités auxquelles certains sont prêts à aller. Cette histoire est à ne pas manquer. Je n'ai pas empoisonné mon mari. Je veux dire, je suis prête à passer un test au détecteur de mensonges. Je n'ai...
empoisonné mon mari. Le 9 septembre 2000, la police s'est rendue à la résidence de Frank et Angelina Rodriguez. En raison d'un appel d'urgence, Angelina, âgée de 32 ans, qui les a reçus, les a ensuite conduits à la chambre du couple où le corps sans vie de Frank gisait sur le sol dans une mare de son sang. Ce que l'enquête sur l'incident a révélé, c'est la perpétration d'une série d'actions assez horribles. José Francisco Rodriguez avait rencontré sa femme Angelina pour la première fois en février 2000 après son premier divorce et l'avait très rapidement appelée son âme sœur. En avril 2000, ils étaient mariés et la fille de 9 ans d'Angelina, Autumn, rejoignait la famille dans ce qui était le 4e mariage de sa mère. Sa nouvelle épouse, avoir 3 mariages précédents échoués n'était pas suffisant pour déclencher des signaux d'alarme pour Frank. Et son mariage, qu'il pensait être le début d'une belle vie à venir, finirait par mener à sa mort horrible. Seulement quelques mois après s'être marié, Frank s'est retrouvé hospitalisé et après sa sortie, il pensait que sa femme Angelina le soignait pour qu'il retrouve la santé. Cependant, il semblait qu'elle l'avait lentement empoisonné avec un extrait de feuilles d'oléandre, puis avait choisi de le traiter avec du Gatorade infusé d'antigel. Entre ses actions, elle avait également au moins une fois desserré les vannes de gaz naturel dans le garage et était partie rendre visite à un ami. Il était évident qu'Angelina essayait à plusieurs reprises de tuer son mari et qu'il finirait par succomber au Gatorade infusé d'antigel. La raison suspectée derrière ces actions était qu'elle avait retiré une somme de 250 000 $ de l'assurance vie de son mari seulement quelques semaines avant sa mort. Lorsque la police est arrivée sur les lieux du crime, elle a été surprise par le comportement plutôt calme d'Angelina après la perte de son mari. Elle a également contacté la compagnie d'assurance pour se renseigner sur l'argent seulement quelques minutes après que les enquêteurs du coroner aient quitté la résidence. Cependant, malgré les soupçons des enquêteurs, il n'y avait aucun moyen de conclure immédiatement qu'Angelina avait participé au meurtre. Ce serait Angelina elle-même qui se trahirait lors des interrogatoires, après avoir mentionné aux autorités l'utilisation potentielle de laurier rose et d'antigel comme agent de poison. Et la seule personne qui a fourni des informations selon lesquelles Frank avait été empoisonné, c'était vous. Personne d'autre ne savait que Franco avait été empoisonné, seulement vous. Malgré ses tentatives de blâmer un des collègues de Frank, il ne faisait aucun doute dans l'esprit des enquêteurs qu'Angelina était la principale suspecte. Et en février 2001, elle a été arrêtée alors qu'elle élaborait un autre plan pour piéger leur propriétaire dans une affaire judiciaire pour empoisonnement à l'amiante. Angelina a été reconnue coupable du meurtre de Frank en octobre 2003, et pendant son procès, elle a également été impliquée dans le meurtre de sa fille de 13 mois en 1993, avec des allégations selon lesquelles elle aurait également commis ce meurtre pour des gains financiers. Elle nierait cependant ces allégations. J'ai craqué et j'ai fait quelques erreurs terribles et stupides que je regrette beaucoup. Nous faisons tous des erreurs. J'ai juste choisi le mauvais moment pour faire les miennes. Mais le meurtre ne figure pas, sur cette liste. Malgré le fait de nier toute faute dans la mort de Frank, le tribunal a condamné Angelina à mort le 12 janvier 2004. L'absence totale de remords dans la réaction d'Angelina tout au long de son procès a tellement choqué le tribunal que le juge a déclaré qu'il n'avait pas vu un cœur plus froid que le sien depuis 20 ans. Le 12 janvier 2004, Angelina a été reconnue coupable et condamnée. Elle a été condamnée à mort, non seulement pour le meurtre de Frank, mais aussi pour la manière calculée dont elle avait orchestré sa disparition à des fins financières. En novembre 2010, la Cour suprême de Californie a confirmé à l'unanimité la condamnation et la peine de mort d'Angelina. Mais en novembre 2024, Angelina, maintenant âgée de 56 ans, a été recondamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, en raison de sa revendication d'une assistance inefficace de son avocat. Elle reste derrière les barreaux à la prison pour femmes de Central California à Chowchilla. Le crime calculé d'Angelina Rodriguez a montré un niveau glaçant de manipulation. Mais le prochain cas plonge dans un stratagème encore plus sombre. Brenda Delgado, une femme qui a orchestré un meurtre choquant alimenté par la jalousie et la passion de la vengeance à Dallas. Brenda Delgado, le cerveau derrière le complot de meurtre à gages visant un dentiste de Dallas. Aujourd'hui condamnée pour meurtre capital, Delgado a engagé un tueur à gages pour tuer la nouvelle compagne de son ex-petite amie, le docteur Kendra Hatcher, dans un parking en centre-ville. Le soir du 2 septembre 2015, Kendra Hatcher, âgée de 35 ans, a été abattue dans son garage par un voleur présumé qui a pris la fuite à bord d'une Jeep Cherokee noire. L'incident a été entendu par un témoin oculaire qui a contacté le 911 et les révélations de l'affaire ont choqué tout le monde. Hatcher sortait avec le dermatologue Ricky Paniagua depuis quelques mois et le couple avait l'intention de se marier. Cependant, elle ignorait la nature obsessionnelle de l'ex de Paniagua, Brenda Delgado, âgée de 36 ans, qui avait suivi le couple après sa propre rupture avec Ricky quelques mois plus tôt. Delgado avait été en couple avec Paniagua pendant près de 3 ans avant qu'ils ne se séparent en février 2015. Mais le couple était resté en contact platonique. Cependant, alors que Paniagua n'avait que des intentions honnêtes, Delgado avait planifié quelque chose de sinistre.
Une autopsie du meurtre de Hatcher a rapidement révélé que sa mort n'était pas le résultat d'un vol qui avait mal tourné, mais bien une tentative de meurtre. Cela signifiait que la liste des suspects se réduisait rapidement à une seule personne, Brenda Delgado. Delgado avait apparemment recruté 2 individus. Un dealer local de 31 ans nommé Christopher Love, qui était responsable de la fusillade, et Crystal Cortez, une mère célibataire de 23 ans qui conduisait le véhicule de fuite et les avait soudoyés avec de l'argent. Delgado avait emprunté le véhicule de fuite à un ami, José Luis Ortiz, avec qui elle se trouvait le soir du meurtre de Hatcher. Après avoir vu son Jeep aux informations, Ortiz a contacté les enquêteurs pour les informer qu'il l'avait prêté à Delgado, mais qu'elle était avec lui la nuit du meurtre. Je lui ai fait une remarque du genre « Hey, as-tu entendu parler du dentiste qui a été abattu dans le centre de Dallas ?» Elle a dit non. Elle a dit « Eh bien, c'est drôle parce que je veux dire, ça ressemble beaucoup au mien. Je suis ici à te prêter ma voiture. » Lorsqu'elle a été invitée pour un premier interrogatoire, Delgado a dit aux enquêteurs qu'elle avait prêté la voiture à Cortez, ce qui a ensuite conduit à l'arrestation de Love et Cortez, qui ont tous deux choisi de témoigner contre elle. Et qui a payé? Brendan l'a fait. Sentant des conséquences funestes après l'arrestation de ses tueurs à gages, Delgado s'est enfui dans son Mexique natal dans l'espoir d'échapper à la justice. Cependant, après avoir été nommée sur la liste des 10 femmes fugitives les plus recherchées par le FBI avec une prime de $100 000 sur sa tête, elle a accepté l'extradition vers les États-Unis à condition de ne pas risquer la peine de mort. Après son extradition, Delgado a été jugé pour ses actes maléfiques le 7 juin 2019. Et il n'a pas fallu longtemps au juré pour la condamner pour meurtre capital. Elle a finalement été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tu ne peux même pas me regarder. Delgado a refusé de lever les yeux, mais a été forcé d'écouter alors que la sœur du docteur Hatcher la confrontait depuis la barre des témoins. Lors du procès de Delgado, Jennifer Escobar, une ancienne amie et colocataire, a révélé qu'elle était obsédée par Panaga et qu'elle avait depuis longtemps prévu d'exécuter Hatcher et peut-être même Panaga lui-même. Débarrassons-nous de Kendra Hatcher. Et pourquoi voulait-elle se débarrasser de Kendra Hatcher? Parce qu'elle était envieuse d'elle. Lors de sa condamnation, Delgado a gardé un regard froid et sans émotion, alors qu'elle était condamnée à son sort derrière les barreaux. Le jury déclare à l'unanimité l'accusé coupable de meurtre capital tel qu'inculpé dans l'acte d'accusation. Merci, madame. Lors des déclarations d'impact des victimes, la mère de Hatcher, Bonnie Jamison, a dit à Delgado qu'elle avait mérité sa place derrière les barreaux froids d'acier pour le reste de sa vie, ajoutant la déclaration accablante « Si la justice avait pu vous infliger une peine de mort, ne vous y trompez pas, j'aurais été là, au premier rang. » Vous avez mérité votre place sur cette terre, derrière des barreaux d'acier froid, pour le reste de votre vie misérable et pathétique. Aujourd'hui, Delgado est enfermée dans l'unité de sécurité maximale William P. Hobby pour femmes dans le comté non incorporé de Falls, au Texas, où elle devrait rester pour le reste de sa vie. Quant à ses complices de meurtre, Love est actuellement dans le couloir de la mort pour avoir exécuté le meurtre, tandis que Cortez a reçu une peine de 35 ans en échange de son témoignage contre les 2 autres. Ensuite, nous plongeons dans l'affaire de Nico Jenkins, dont les actions violentes ont laissé la ville d'Omaha sous le choc. Une peine de classe 1C, de 45 à 50 ans à purger, consécutive à toutes les condamnations pour meurtre aux chefs d'accusation 1, 4, 7 et 10. Le 11 août 2013, les corps de Juan Uribe Pina et Jorge Caiga Ruiz ont été retrouvés dans un pick-up à Omaha, Nebraska. D'après les informations recueillies par la police, ils avaient été attirés sur les lieux avec la promesse de rencontres sexuelles avec 2 femmes. Ils ont été abattus d'une balle de fusil de chasse dans la tête et leurs poches ont été vidées. Le 19 août, le corps de Curtis Bradford a été retrouvé avec une blessure de fusil de chasse à l'arrière de la tête. Le 21 août, le corps d'Andrea Kruger a été retrouvé avec 4 blessures par balle au visage, au cou et au dos. Au début, il semblait que personne ne serait arrêté pour ces meurtres ou que ces meurtres n'avaient pas été commis par une seule personne. Cela jusqu'à ce que Nico Jenkins soit arrêté pour des accusations sans rapport avant que des preuves ne le relient au meurtre de ces 4 personnes. Nico Jenkins est né dans une famille bien connue de la police. Les membres de la famille Jenkins avaient été arrêtés à différentes occasions pour des crimes allant de l'agression au sévice sur enfants en passant par le vol. Quand Jenkins avait seulement 7 ans, il a apporté une arme à feu chargée à l'école. À 17 ans, il a été condamné pour vol à main armée et a écopé de 18 ans de prison. En 2009, Jenkins a été libéré de prison pour assister aux funérailles de sa grand-mère. Lors de la cérémonie, il a attaqué l'officier qui le surveillait. Il a été libéré en 2013 après avoir purgé 10 ans de sa peine de 18 ans.
Malgré le fait d'avoir passé la majeure partie de son adolescence et de sa jeunesse en prison, il a rapidement commis ses pires crimes après sa sortie. Nous avons 2 personnes à l'intérieur du véhicule qui semblent avoir été abattues à la tête et Kenny est dans une escouade vers notre emplacement. 1 mois après sa sortie de prison, les corps de ses 2 premières victimes ont été retrouvés. Sa 3e victime, Curtis Bradford, était quelqu'un que Jenkins avait rencontré en prison. Les informations ont également révélé qu'il avait pris une photo avec Bradford un jour avant que son corps ne soit découvert. Le 29 août 2013, Jenkins a été arrêté parce qu'il avait proféré des menaces terroristes. C'est au cours de l'enquête que des preuves ont placé Jenkins près du lieu du meurtre de Kruger. 3 jours après son arrestation, Jenkins a avoué avoir tué les 4 personnes. Ce qui était bizarre, c'est qu'il prétendait avoir sacrifié ses victimes à Apophis, une divinité égyptienne ancienne. Malgré cela, il a été accusé de 4 chefs de meurtre au premier degré, 2 chefs de vol, 5 chefs d'utilisation d'une arme mortelle pour commettre un crime, et 6 chefs de hache. La possession d'une arme mortelle est l'une des pires séries de meurtres dans l'histoire de cet État. Chacun de ces meurtres était un acte délibéré et planifié. Jenkins a obtenu un score de 68 à son test de QI et il a été diagnostiqué avec un trouble de la personnalité antisociale. Malgré cela, plusieurs médecins ont déclaré qu'il simulait des symptômes psychotiques et il a finalement été jugé capable de recevoir une punition. Ainsi, en mai 2017, Jenkins a été condamné à 4 peines de mort et à 450 ans de prison. Résurrection soviétique. La Russie a tué, au tribunal, Jenkins a affiché de nombreux comportements bizarres, y compris parler en langues et rire. Lors de sa condamnation, il n'a montré pratiquement aucune réaction et a simplement regardé derrière ses lunettes de soleil. Il est apparu avec de nombreux tatouages et mutilations sur le visage, la langue, le corps et la région pubienne. Pendant qu'il attendait sa sentence, il a tenté de se suicider plus de 10 fois. Ensuite, nous passons au cas infâme de Richard Ramirez, le traqueur de la nuit, dont le règne de terreur en Californie a laissé une traînée de peur et de mort. Je suis livré au directeur du pénitencier d'État de San Quentin, Californie, dans les 10 jours à compter de la date des présentes. Dans le cadre habituel de ses fonctions d'avril 1984 à août 1985, le traqueur de la nuit a terrorisé la région de la baie de San Francisco, assassinant au moins 14 personnes pendant cette période. Ce tueur était Richard Ramirez. Il a eu une enfance horrible et a souffert de mauvais traitements constants de la part de son père. Il a développé des lésions cérébrales et a commencé à consommer des substances à l'âge de 10 ans. Il est rapidement devenu fasciné par le meurtre après avoir vu son cousin, qui était un vétéran de guerre, tuer sa femme devant lui. Lorsque Ramirez a déménagé dans la région de la baie, il s'introduisait souvent dans des maisons pour voler et soutenir sa dépendance aux substances. Il a rapidement commencé à commettre des crimes plus horribles. Le 10 avril 1984, Ramirez a assassiné May Lung, âgée de 9 ans, dans le sous-sol de son immeuble. Il a battu, étranglé et violé la petite fille avant de la poignarder à mort. Il a ensuite pendu son corps à un tuyau par son chemisier. C'était le début de nombreux meurtres. Entre juin 1984 et août 1985, Ramirez a tué au moins 9 femmes, 10 autres femmes, et cambriolé plus de 20 maisons. Il a également tiré et tué au moins 20 personnes au total. Pendant sa série de meurtres en tant que tueur en série, il avait une grande variété d'armes, y compris des pistolets, divers types de couteaux, machettes, un démonte-pneus et un marteau à griffes. Il a frappé avec un pistolet et étranglé beaucoup de ses victimes à la fois avec ses mains et, dans un cas, une ligature, piétiné au moins une victime à mort dans son sommeil et torturé une autre en la choquant avec un fil électrique sous tension. Ramirez a été rapidement identifié après avoir tenté un cambriolage. Après qu'un moulage de l'empreinte de Ramirez et une empreinte digitale aient été obtenus à partir d'une Toyota volée, sa photo d'identité judiciaire a été diffusée au public. Le 30 août 1985, Ramirez a pris un bus pour Tucson, en Arizona, pour rendre visite à son frère, ignorant qu'il était devenu le sujet principal de presque tous les grands journaux et programmes d'information télévisés à travers la Californie. Lorsqu'il a finalement réalisé qu'il était recherché, il a essayé de voler une voiture et de s'échapper. Cependant, il a été attrapé, sévèrement battu et retenu jusqu'à ce que la police arrive et l'emmène. Le jury a rendu des conclusions sur les circonstances spéciales des informations. En vertu de l'article 190.2 du Code pénal de Californie, il a été accusé de 13 chefs de meurtre, 5 chefs de tentative de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages. Le 7 novembre 1989, il a été condamné à mort dans la chambre à gaz. Au tribunal, il semblait sans remords, voire joueur. Compte 2, 5, 8, 9, 11, 13, 20, 24. Alors qu'il était emmené, il a dit quelque chose de bizarre. Il a dit « Et alors ?» La mort a toujours fait partie du territoire. À bientôt à Disneyland. Le procès a coûté 1,8 million de dollars, ce qui en faisait à l'époque le procès pour meurtre le plus cher de l'histoire de la Californie. Pendant que Ramirez attendait son procès,
il a d'une manière ou d'une autre gagné des fans qui ont commencé à lui écrire des lettres et à lui rendre visite. Il s'est également marié en 1996. Il a fait appel de sa condamnation à mort en 2006 et 2007, mais ils ont été rejetés. En 2009, des preuves ont révélé qu'il était responsable du meurtre de sa première victime. Cette information était initialement inconnue. Ramirez ne serait pas exécuté car il est mort le 7 juin 2013, après avoir souffert d'un lymphome à cellule B. Son corps a été incinéré. Une recette. Pauvreté, drogue, maltraitance des enfants. Ces choses, vous savez, contribuent à une personne, à la frustration d'une personne. Dans une interview rare, il a parlé de la façon dont les tueurs en série sont devenus ce qu'ils sont, mais a refusé de parler de ses crimes. Ensuite, nous nous tournons vers le cas glaçant de Timothy Joseph McGee, un homme dont les actes de violence brutaux ont plongé une ville dans la peur. Chef de gang décrit par la police comme un tueur pour le plaisir, est en route pour le couloir de la mort à Saint-Quentin. Timothy Joseph McGee, né le 27 avril 1973, est un membre de gang notoire de Los Angeles, Californie, connu pour son règne de violence glaçante. En tant que membre du gang Tourerville Rifa 13, McGee était responsable d'au moins 12 meurtres entre 1997 et 2001 et a été condamné pour 3 d'entre eux. Ces crimes, décrits comme impitoyables et calculés, lui ont valu une place parmi les tueurs les plus sauvages de l'histoire de la Californie. L'histoire criminelle de McGee a commencé dans les années 1990 lorsqu'il ciblait des rivaux, les forces de l'ordre et même des passants innocents pour maintenir la domination de son gang dans le commerce de substances. Tôt le matin du 9 novembre 2001, Timothy McGee et Eduardo Lempe Rodriguez ont traversé Atwater A, village à la recherche de vengeance après la mort d'un ami. Ils ont vu le SUV de Dwayne Natividad et ont attaqué sans avertissement, tirant de nombreux coups de feu. Natividad a survécu, mais sa petite amie Marjorie Mendoza a été tuée. En juillet 2000, on disait que McGee avait planifié une embuscade dangereuse contre des officiers du LAPD lors d'une poursuite en voiture. Utilisant des radios de police et travaillant avec son gang entre 1994 et 2000, McGee alternait entre incarcération et liberté conditionnelle. Pendant ces périodes de liberté conditionnelle, il a tué 3 personnes, tiré sur 2 officiers du LAPD et tenté plusieurs autres meurtres. Après son arrestation en 2003 pour plusieurs homicides, McGee a fait face à des accusations qui décrivaient la terreur qu'il avait apportée à Atwater Village. Le procès de McGee a commencé le 27 septembre 2007. Au tribunal, les procureurs ont décrit McGee comme un tueur en quête de sensations fortes qui agissait avec une précision froide. Les preuves comprenaient des paroles de hip-hop incriminantes où il se comparait à des figures infâmes comme Freddy Krueger et Jesse James. Malgré la peur que McGee inspirait, des témoins, y compris d'anciens membres de gangs et complices, ont témoigné contre lui. Bien que beaucoup aient échangé leurs récits sous pression, le jury a délibéré pendant 1 semaine et a reconnu McGee coupable de 3 meurtres et de 4 tentatives de meurtre. Bien qu'il ait été acquitté dans 2 affaires de tentatives de meurtre en raison de témoignages de témoins peu fiables, il a continué. McGee est un tueur déterminé et un danger évident pour la société. McGee n'a montré aucune émotion. McGee réside maintenant dans le couloir de la mort à la prison d'État de Saint-Quentin. En octobre 2007, McGee était éligible à la peine de mort en raison de multiples condamnations pour meurtre et de son rôle dans l'avancement des activités de gang. Après des délibérations, un jury n'a pas réussi à se mettre d'accord sur sa sentence, ce qui a conduit à un nouveau procès. En août 2008, un deuxième jury a unanimement condamné McGee à mort. En plus de la peine de mort, McGee a reçu plusieurs peines de réclusion à perpétuité pour tentative de meurtre et pour son implication dans une émeute violente en prison en 2005. Cependant, le moratoire de 2019 sur les exécutions en Californie signifie que McGee purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Son comportement froid, son absence de remords, son visage souriant et riant pendant le procès ont mis en évidence la profondeur de sa cruauté. L'issue du procès a apporté une certaine mesure de justice, bien que les cicatrices de ses actions demeurent. Ensuite, nous nous tournons vers le cas troublant de Michael Brady, dont les actions brutales ont laissé un impact durable. Une tentative d'évasion qui a conduit à un incident très grave à l'Institut correctionnel de Pasquotank à Elizabeth City. Un incendie a été déclenché dans l'atelier de couture de la prison et plusieurs employés ont été blessés. Michael Brady était déjà derrière les barreaux, mais le 12 octobre 2017, ses actions allaient transformer une prison de Caroline du Nord en scène d'un bain de sang impensable. Dans ce qui était censé être un environnement sécurisé, l'Institut correctionnel de Pasquotank est devenu le théâtre d'une tentative d'évasion mortelle qui a laissé 4 employés de la prison brutalement assassinés. Brady, avec 3 autres détenus, a méticuleusement planifié leur évasion, transformant des outils de prison ordinaires en armes de destruction. Leur cible était l'atelier de couture, une partie de l'établissement où ils avaient accès à des ciseaux et des marteaux. Sous le prétexte de travailler, les détenus ont tendu une embuscade au personnel sans méfiance, les maîtrisant et les attaquant avec une précision froide.
Parmi les victimes se trouvaient Veronica Darden, une agente de correction et spécialiste de la formation, et Justin Smith, un gardien dédié au maintien de l'ordre. 2 employés civils, Wendy Shannon et Jeffrey Howe, ont également été violemment attaqués. Leur vie a été brutalement interrompue par des détenus en qui ils avaient de confiance pour respecter les règles. Cela montre certains des détenus en train de mettre le feu et d'attaquer les agents de correction. Aujourd'hui, les procureurs feront témoigner des enquêteurs de la scène de crime pour parler de la scène et des objets qu'ils ont traités. La tentative d'évasion était aussi chaotique que violente. Utilisant les outils de l'atelier de couture, Brady et ses co-conspirateurs ont agressé quiconque se trouvait sur leur chemin, laissant une traînée de dévastation. Les alarmes retentissaient dans tout l'établissement, mais la violence s'intensifiait. Leur plan consistait à voler un camion à l'intérieur des terrains de la prison pour défoncer les portes. Cependant, le nombre important de personnel qui est intervenu a réussi à empêcher leur évasion. Bien que les détenus aient été repris à l'intérieur des murs de la prison, les dégâts étaient déjà faits. Les uniformes ensanglantés et la destruction laissée dans l'atelier de couture peignaient un tableau sombre de leur brutalité. Les témoignages des témoins ont révélé que Brady jouait un rôle de premier plan, ne montrant aucune hésitation dans ses actions violentes. Ils ont caché des marteaux et des ciseaux qui seraient utilisés pour tuer 4 employés de la prison et en blesser plusieurs autres. Les preuves contre Brady étaient accablantes. Michael Brady a fait face aux conséquences de ses actes lors d'un procès très médiatisé qui a captivé l'attention du public. Les procureurs l'ont décrit comme un homme sans égard pour la vie humaine, poussé par ses propres désirs égoïstes. Malgré les tentatives de son équipe de défense de plaider pour une peine de réclusion à perpétuité, en invoquant des problèmes systémiques au sein du système pénitentiaire, le jury est resté insensible. Brady a été condamné à mort pour son rôle dans les meurtres, une punition rare en Caroline du Nord, mais que les familles des victimes estimèrent méritée. La sentence a apporté une certaine apparence de justice, mais elle ne pouvait pas ramener les vies perdues lors de l'attaque. Le jury a été renvoyé pour le meurtre d'un officier, Blumby. Elle est littéralement entrée en elle. Dans la salle d'audience, la famille de la victime était assise ensemble, unie dans le deuil. Un impact déchirant. Les déclarations décrivèrent les vies perdues, le dévouement de Veronica à son travail, les rêves de Justin de faire progresser sa carrière et la lumière que Wendy et Jeffrey apportaient à ceux qui les entouraient. Les membres de la famille ont également organisé une veillée en l'honneur des vies perdues ce jour-là. Brady, cependant, n'a montré aucun remords pendant le procès. Il était resté impassible, son regard froid troublant ceux présents, même lorsque sa condamnation à mort a été lue à haute voix. Il a maintenu le même comportement glacial, un reflet glaçant de l'homme responsable de tant de souffrances. Ma maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour t'aider et ensuite tu lui fais ça? Non, je ne peux pas les tuer parce que je ne veux pas être en prison. Pour les familles, son absence de remords était un rappel amer de la tragédie qu'elles ont endurée. Ces réactions choquantes dans la salle d'audience servent de rappel brutal que, bien que la justice soit nécessaire, elle ne peut pas guérir complètement les blessures laissées derrière. Aucune peine ne pourra jamais annuler la dévastation causée. Cependant, il y a encore plus à découvrir. Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous approfondissons les crimes les plus glaçants et la poursuite incessante de la justice, dans certains des cas les plus captivants jamais enregistrés.